2025. Une année de lourde escalade marquée par la montée de conflits sur tous les continents, par le retour de Trump à la Maison-Blanche et par sa guerre tarifaire engagée en vue d'une part de ralentir la montée de la Chine et d'autre part de réindustrialiser son pays. Mais qu'en sera-t-il de 2026 ? Tout le long de cette vidéo et à l'aide d'une revue précise des grands événements de l'an dernier, je vais essayer de prédire les tendances géopolitiques qui pourraient se renforcer dans chaque région du monde en 2026, en particulier au Moyen-Orient, en Amérique et en Asie. Alors attachez vos ceintures car on va survoler l'année qui pourrait tout voir changer. Je tiens à préciser une chose, la géopolitique c'est un système extrêmement complexe qui n'obéit à aucune loi. Même la météo qui obéit à des lois physiques n'est pas prédictible au-delà de 7 jours avec les moyens dont on dispose aujourd'hui. Alors, vous imaginez bien que la géopolitique, qui est le fruit d'une mosaïque infinie de facteurs, n'est prédictible précisément par aucun homme, ni aucune machine. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut rien essayer de prédire, il existe des tendances de puissants hommes politiques, de puissants réseaux qui orientent les routes qu'on emprunte, il existe de puissants pays avec des intérêts propres, et beaucoup d'autres facteurs qui peuvent nous amener au moins à une intuition. Et c'est cette intuition que j'ai envie qu'on élabore aujourd'hui à travers cette vidéo, et ensuite plus tard dans les commentaires. Commençons avec le Moyen-Orient. Au début de 2023, la région faisait miroiter la possibilité d'une pacification de la région. L'Arabie Saoudite serrait la main à l'Iran par l'intermédiation de la Chine, un exploit diplomatique de Beijing. Pendant ce temps, les accords d'Abraham rapprochaient Israël de certains États arabes alors que l'Arabie Saoudite continuait à développer son grand projet Vision 2030. En fait, la région ne faisait plus trop parler d'elle comparée au début des années 2000. Et toutes les avancées économiques et diplomatiques de la région cachaient volontiers la dure réalité de l'occupation et de la répression israélienne. Pour les intéressés, bien sûr, je vous ai livré toutes mes sources dans le Google Doc en description. Survient alors l'attaque du 7 octobre. Voilà que toute la région s'embrase en seulement quelques mois. Nous voici maintenant 2 ans après, Bachar el-Assad est renversé et remplacé par un ancien cadre de l'État islamique. Israël commet selon des spécialistes israéliens du sujet un génocide Gaza, il décapite le Hezbollah, vise des responsables du Hamas au Qatar, mène une courte guerre contre l'Iran et frappe le ministère de la Défense syrienne. Pendant ce temps, le Hamas est pieds et poings liés, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite sont entrés dans une crise diplomatique en fin d'année 2025 et beaucoup d'autres événements ont secoué la région au cours des 2 dernières années. Toutefois, depuis 2024, la géopolitique de la région est surdéterminée par un pays qui jouit à la fois de sa suprématie technologique et militaire, d'un soutien conséquent des puissances occidentales et de nouvelles possessions territoriales en Cisjordanie, au Liban, à Gaza et en Syrie. Ce pays, c'est Israël, un État aujourd'hui hégémonique dont le dirigeant se vante d'une guerre menée sur 7 fronts. Alors pour tenter d'effectuer notre première prédiction, inutile de nous attarder sur chaque conflit, ce qui va nous intéresser ici, c'est ceux qui sont les plus déterminants pour l'avenir de la région. On commence donc par le conflit qui a mis le monde en pause en juin 2025, le conflit israélo-iranien. La nuit du 12 au 13 juin, l'État hébreu lance une attaque coordonnée mobilisant à la fois son aviation et ses agents déployés sur le terrain, tout ça dans le but de faire s'effondrer l'appareil militaire et scientifique iranien, cela au motif que l'Iran aurait atteint un point de non-retour dans la mise au point d'une capacité nucléaire militaire. Et l'expression point de non-retour ne sort pas de nulle part, je le lis juste ici dans un article de The Forward, un journal juif américain, qui dit que cette expression est utilisée par des responsables militaires israéliens en 2006 afin d'encourager les Américains à frapper Téhéran. Toujours selon cet article, un haut responsable du ministère israélien de l'énergie rapporte que cette expression est utilisée par ceux qui veulent une action immédiate. Enfin bref, le conflit entre les deux pays dure 12 jours, ce qui donnera son nom au conflit. Les hostilités seront arrêtées par l'arrivée tonitruante de l'aviation américaine qui frappera les bases nucléaires souterraines de Fordo, de Natanz et d'Isfahan, après quoi le président va imposer un cessez-le-feu entre les deux pays. À ce stade, ce conflit est une réussite tactique modérée de l'État hébreu dont les buts du cabinet de guerre étaient multiples. La destruction de l'installation nucléaire de Fordo par les États-Unis, mais également l'élimination de l'ayatollah Khamenei, ainsi que la déstabilisation du régime au point de provoquer la fuite des résidents de la capitale qu'Israël essaiera de provoquer en frappant divers sites d'énergie. En contrepartie, l'Iran a aussi montré les faiblesses des systèmes de défense israéliens que le monde pensait impénétrables. L'État perse frappera à son tour des infrastructures énergétiques de l'État hébreu et prouvera au même titre que ce que produit le Hamas à Gaza qu'Israël peut également cacher des armes stratégiques sous des infrastructures civiles. Ceci dit, même si l'État perse a réussi à tenir tête à l'État hébreu, le pays est dans une situation intérieure très délicate. La monnaie se dévalue de jour en jour, la voix du peuple se fait entendre dans les rues et la sécheresse frappe le pays. En fait, l'eau manque à tel point que le président envisage de déplacer la capitale. En plus de cela, ce qu'on appelle par commodité les proxys iraniens, c'est-à-dire les Houthis,
Les factions pro-iraniennes en Irak et le Hezbollah ont été extrêmement affaiblies par Israël et les États-Unis. Pour conclure, l'Iran est affaibli politiquement, le pays manque d'eau, il est essoufflé économiquement à tel point que le régime connaît les plus grosses manifestations de son histoire, et pour ne rien arranger, le pays est plus isolé que jamais à l'international, notamment après la chute de Bachar el-Assad et celle de ses proxys, ce qui m'amène à ma première prédiction. Une guerre va éclater entre l'Iran et Israël en 2026, très probablement en début d'année. Elle sera provoquée par Israël au motif que l'Iran développerait une vitesse effrénée des missiles qui menacent la sécurité nationale. La réalité stratégique des motivations israéliennes est toutefois bien plus cynique. Netanyahou souhaite, à mon humble avis, encore une fois, simplement porter le coup de grâce au pouvoir en place, afin de se débarrasser du guide suprême Ali Khamenei et de déstabiliser toujours plus le pouvoir en place, et surtout de l'empêcher de développer des capacités militaires à terme. Mais un souci demeure, le cabinet de guerre israélien ne sait que trop bien que se débarrasser de Khamenei ne changera nullement son problème iranien. Les structures du pouvoir seront toujours en place, l'Iran produira toujours 300 000 ingénieurs par an, ses usines de missiles seront toujours productives, il suffira en somme simplement de remplacer le guide suprême par un autre, et il semble que son fils soit déjà le choix le plus probable pour sa succession. Ainsi, plutôt que d'uniquement assassiner le dirigeant iranien, je crois aussi en des frappes sur des installations militaires, énergétiques et industriels du pays, cela en vue d'affaiblir le niveau de vie des habitants et ainsi de renforcer les soulèvements actuels, qui par ailleurs sont déjà soutenus par des éléments étrangers. Il n'est pas inintéressant de remarquer que le compte du Mossad en farsi s'adresse au peuple iranien en ces termes, quelques jours avant le début des manifestations. Sortez ensemble dans la rue, le moment est venu, nous sommes avec vous, pas seulement à distance et par la parole, nous sommes aussi avec vous sur le terrain. Mais même si le pouvoir tombait, il resterait ensuite la question de s'assurer que le nouveau pouvoir est pro-américain et pro-israélien, sans quoi toutes ces opérations n'auraient servi à rien. Et celui qui est la cible actuelle des cercles pro-israéliens, c'est lui, Reza Pahlavi, le fils de l'ancien roi d'Iran, un sympathisant d'Israël vivant aux États-Unis depuis son adolescence et qui appelle souvent à la mobilisation populaire contre le régime depuis les États-Unis. Bien que soutenu par l'allié inconditionnel de Washington, Reza Pahlavi ne semble pas être soutenu par le président américain. Ce dernier, non désireux de lancer une invasion militaire, préfère laisser aux Iraniens le choix de leur prochain leader. Mais la question la plus importante reste celle de savoir si Trump s'impliquera encore une fois dans ce conflit, si l'on se fie à sa dernière rencontre avec le dirigeant israélien ou aux propos relayés par ses proches collaborateurs, ce sera le cas. Si toutefois Trump soutient expressément l'idée qu'il pourrait soutenir Israël contre l'Iran, la réalité est plus compliquée que ça. En effet, en novembre 2026, les midterms ont lieu aux États-Unis. Les midterms, c'est les élections législatives et ces élections sont absolument cruciales pour Trump s'il veut conserver sa majorité au Congrès. Or, Trump a un grand problème, il est de plus en plus désavoué, et s'il peut faire une chose pour l'aider davantage, c'est bien de s'engager dans une guerre extérieure, pire encore, une guerre pour Israël qui est de plus en plus rejetée par sa base de votants. S'il décide de frapper l'Iran, il devra à tout prix se contenter de frappes furtives ou d'une opération éclair comme avec Maduro, et éviter l'idée d'une invasion terrestre comme ce fut le cas avec l'Irak. Ainsi, bien que Trump soit désigné comme le président le plus pro-israélien de l'histoire, il est très improbable qu'il engage une invasion militaire de l'Iran avant les midterms, il se contentera plutôt de frappes stratégiques sur des sites clés. Toutefois, ce serait totalement dans son intérêt de participer à la chute du pouvoir en place, surtout si le pouvoir qui suit est pro-occidental, cela permettrait d'isoler davantage la Russie et la Chine. Je rappelle que l'Iran exporte de nombreux drones pour soutenir Moscou dans sa guerre contre Kiev, et que l'Iran est aussi l'un des principaux exportateurs de pétrole en Chine. Le pays correspond à lui seul à près de 13% des importations chinoises de pétrole, ainsi porter un coup fatal à l'Iran serait un grand coup contre la Chine. Autrement dit, il est très probable que les Israéliens, avec le soutien des Américains, soutiennent la chute du régime iranien par des attaques, mais la chute du régime dans son entièreté est peu probable à mon avis, et ça je vous en parle dans ma prochaine vidéo dans laquelle je vais traiter tout le conflit entre Israël et l'Iran. Elle sort dans 2 semaines, alors n'hésitez pas à vous abonner. Ma deuxième prédiction, toujours au Moyen-Orient, vise toujours Israël, mais cette fois-ci avec la Turquie. Je pense que les conflits d'intérêts entre ces deux États vont augmenter tout le long de l'année, provoquant une possible crise diplomatique. Repartons de la base. La Turquie et Israël entretiennent des relations cordiales parfois discrètes depuis plusieurs décennies, mais c'est en 2010 qu'apparaît la première fracture majeure, lorsque l'armée intercepte violemment la flottille humanitaire du Mavi Marmara à destination de Gaza, causant la mort de 9 militants turcs. Une rupture symboliquement forte mais non létale, malgré la crise diplomatique, les relations commerciales et certains canaux de coopération perdurent jusqu'en 2024. Tout cela après ce que la Turquie considère comme un nettoyage ethnique. C'est donc depuis 2024 que la voix de la Turquie s'est élevée face à l'État hébreu pour réprimer ces massacres au point qu'elle suspend avec lui tout échange commerciaux et diplomatique la même année. Alors ça c'est pour la partie diplomatique et morale parce qu'en réalité les causes du conflit entre ces deux pays ne sont pas seulement idéologiques, elles sont un poil plus complexes et comme d'habitude, le but c'est le pouvoir. En Syrie, les deux pays s'ingèrent et luttent pour sécuriser un maximum d'acquis. D'un côté, Israël, depuis la chute de Bachar el-Assad, a envahi davantage de territoires, élargissant la zone tampon entre les deux pays.
De plus, Netanyahou finance et arme la communauté de Russes qui jouit d'une protection de la part de l'État hébreu. Il œuvre également militairement pour la mise en place d'une zone démilitarisée de Damas à la frontière israélienne, ainsi que l'interdiction de vol pour l'aviation syrienne dans certaines zones proches de la frontière israélienne. Et enfin, il œuvre pour un corridor aérien lui permettant un accès libre à l'Iran en cas de frappe. Donc en gros, Israël souhaite deux choses. Avoir une zone démilitarisée au sud d'un pays avec lequel il a été en conflit pendant plusieurs décennies et dont la stabilité n'est pas assurée par le nouveau pouvoir. Avoir un accès aérien pour frapper l'Iran. De l'autre côté, Erdogan, qui a soutenu l'arrivée au pouvoir de El-Shara, l'ancien terroriste aujourd'hui à la tête de l'État syrien, vise plusieurs buts. 1. Intégrer les milices kurdes au nord du pays au sein de l'armée syrienne afin de les désarmer et de réduire leur velléité d'indépendance qui pourrait réveiller celle des Kurdes turcs. 2. Reconstruire l'intégralité de l'appareil militaire syrien afin de rendre dépendant le pays. Pour cela, les Turcs forment une partie de l'armée syrienne et prévoient avec le nouveau pouvoir en place de développer des bases militaires, comme il était envisagé de le faire à Tias, afin de projeter leur puissance dans la région, d'augmenter leur levier d'influence sur les États environnants, ainsi que sur le président syrien lui-même. Le souci pour Israël, c'est que la défense de l'espace aérien syrien par des systèmes turcs empêcherait d'accéder à l'Irak et à l'Iran par la Syrie sans négociation avec la Turquie. C'est pour cette raison que l'État hébreu a frappé à d'innombrables reprises des bases appartenant anciennement à Bachar el-Assad et où les Turcs prévoyaient de développer plusieurs projets militaires afin de leur faire passer le message suivant « Nous ne vous permettrons pas d'établir une présence en Syrie ». Ainsi, là où Israël semble s'assurer la sécurité en divisant pour mieux régner, la Turquie semble s'intégrer en Syrie comme un cheval de Troie afin de faire de la Syrie un de ses futurs proxys. La Syrie n'est pas le seul terrain d'affrontement de ces deux États aux ambitions proto-impériales, il y a aussi la mer Méditerranée au sein de laquelle une alliance se forme discrètement. D'un côté, la Turquie, de l'autre côté, Israël, Chypre et la Grèce. Ces alliances sont sécuritaires, quelques exercices navals et militaires unissent davantage ces pays dont les intérêts semblent à première vue divergents. En réalité, ils convergent autour d'un objectif commun, contrer l'expansion maritime turque et sécuriser les routes énergétiques en Méditerranée orientale. La Turquie revendique une zone d'influence élargie, redessinant les frontières maritimes à son avantage grâce au concept de Mavi Vatan, traduit la patrie bleue qui projette l'idée d'un espace maritime turc dominant allant jusqu'aux abords de Chypre et de la Crète. Face à cette poussée, Israël, la Grèce et Chypre resserrent leurs liens, exercices militaires conjoints, patrouilles coordonnées, partage de renseignements et surtout une coopération énergétique qui redéfinit les équilibres régionaux. Cette alliance vise à sécuriser les gisements gaziers Léviathan, Aphrodite, Tamar, qui pourrait transformer la région en un carrefour énergétique stratégique vers l'Europe. La Méditerranée orientale devient ainsi le nouveau front où se joue un rapport de force multidimensionnel, énergie, projection navale, contrôle des câbles sous-marins, influence diplomatique et accès au marché européen. L'alliance Israël-Grèce-Chypre incarne une stratégie d'encerclement naval, tandis que la Turquie, isolée mais déterminée, cherche à briser cet encerclement en imposant ses propres délimitations maritimes, en projetant sa puissance via des drones, des frégates et des bases avancées, et en cherchant un allié chez l'Égypte. Enfin, la dernière zone de conflit entre les deux pays est la Corne d'Afrique. Prisée par d'innombrables puissances, des Émirats arabes unis en allant jusqu'au Japon en passant par la France, de plus en plus d'agents étatiques portent leur regard sur cette partie de la planète qui accueille non seulement des ressources multiples, mais surtout le détroit de Bab el-Mandeb ainsi que la mer Rouge par lesquelles passe près de 10% du commerce mondial. Ainsi, Israël, ne pouvant s'y implanter militairement, pour l'instant œuvre pour la méthode diplomatique. Il entretient des relations cordiales avec le Soudan qui a été contraint de le reconnaître en 2017 en échange de la levée des sanctions américaines. Il vient par ailleurs de reconnaître le Somaliland comme un État souverain. Il ne le fait sans doute pas sans intérêt, cela lui offrirait une capacité de projection militaire, en particulier contre les Houthis du Yémen. Mais alors qu'Israël s'implante au Somaliland, la Turquie elle est déjà implantée en Somalie. Disposant d'une base militaire dans la capitale, elle forme l'armée et la marine soudanaise depuis une dizaine d'années. Et c'est en vertu de cette implantation qu'elle s'oppose complètement à la reconnaissance du Somaliland, qu'elle critique comme une politique d'expansionnisme. Ainsi, dans l'année qui viendra, on verra Israël s'implanter davantage dans la région, probablement en renforçant ses alliances avec le Somaliland et l'Éthiopie, tandis que la Turquie s'appuiera sur ses alliances avec la Somalie, l'Égypte et le gouvernement en place au Soudan. Ainsi, en basant sur tous les arguments que je vous ai présentés, je pense que la Turquie et Israël sont amenés à devenir des rivaux stratégiques très forts. Toutefois, n'allons pas trop loin et soyons très clairs, la possibilité d'un affrontement direct est quasiment nulle. Ce n'est dans l'intérêt d'aucun de ces deux pays, les dégâts d'un affrontement seraient par ailleurs cataclysmiques. La Turquie le sait tellement bien que son ministre des Affaires étrangères a lancé des discussions avec des responsables israéliens afin d'établir un mécanisme de non-conflit. Et puis de l'autre côté, n'oubliez pas que l'État hébreu veut en finir avec le Hezbollah, avec le régime en Iran, avec les factions pro-iraniennes en Irak, avec les Houthis au Yémen. Croyez-moi qu'on ne veut pas ajouter la Turquie à cette jolie brochette. Sans parler du fait que ces deux États, la Turquie et Israël, sont de très proches alliés des États-Unis de Trump et du fait aussi que la Turquie est membre de l'OTAN.
Bref, un affrontement direct est quasiment improbable, je trouvais juste ce conflit froid important à vous présenter pour mieux comprendre les nouvelles dynamiques de la région. On arrive enfin à ma dernière prédiction pour le Moyen-Orient. Je pense que Gaza va continuer à être occupé par les forces israéliennes et que le plan de Trump sera toujours plus détourné pour devenir le plan de Netanyahou, ce qu'il a déjà commencé à devenir dans les faits, et je vais tenter de vous le démontrer. Bon, commençons par le point d'où il me semble falloir partir, le plan de Trump pour Gaza. En octobre 2025, Trump présente sa feuille de route pour administrer le futur Gaza. Ce plan est d'abord réalisé en coopération avec les pays arabes, puis est refaçonné par 4 responsables israéliens et américains réunis dans un hôtel. Les 2 Américains sont très pro-israéliens, et les 2 Israéliens, c'est Netanyahou en personne et son conseiller Ron Dermer, aussi appelé le cerveau de Netanyahou. C'est à 4 qu'ils vont changer le plan américain, à tel point que les responsables arabes impliqués dans les négociations seront exaspérés. Après l'élaboration de ce plan, Trump le présente au monde et condamne le Hamas à l'accepter vite, sous peine de leur faire payer l'enfer. Résultat, sous la pression américaine et celle des pays arabes, le Hamas accepte la feuille de route de Trump, qui est la moins pire des solutions possibles pour eux. En fait, pour tout vous dire, c'est la seule qui leur a été proposée, et en cela, Trump, ironiquement, a fait plus pour la bande de Gaza que la plupart des États du monde. Résultat de la pression américaine, le 8 octobre 2025, Israël et Gaza signent un fragile cessez-le-feu qui sera plus tard violé plusieurs centaines de fois par l'État hébreu. En vertu de ce plan, Israël n'occupera ni n'annexera Gaza et une force militaire constituée de soldats provenant de pays arabes et musulmans s'occupera de garantir la sécurité interne de la bande, après quoi l'armée israélienne se retirera graduellement. Mais si l'on suit aux paroles des dirigeants israéliens ainsi qu'aux actions de l'armée israélienne, suivre ce plan ne fait pas partie de leur ambition. Le journal israélien Haaretz rapporte ainsi les propos du ministre de la Défense. Avec l'aide de Dieu, le moment venu, également dans le nord de Gaza, nous établirons des groupes de pionniers Nahal à la place des colonies qui ont été évacuées. Nous le ferons de la bonne manière, au moment opportun. En plus des intentions affichées par le ministre de la Défense Israël Katz, les actions militaires concrètes de l'armée israélienne sont claires. Depuis le début du cessez-le-feu, Israël a construit au moins 13 nouveaux avant-postes à Gaza et a accéléré le développement des infrastructures de 48 avant-postes militaires existant à l'intérieur de la bande. L'État hébreu a également avancé la ligne jaune, au-delà de laquelle le territoire est contrôlé par Israël, vers l'intérieur. Cette ligne est désormais considérée comme la nouvelle frontière pour Israël selon son chef d'état-major. Concernant ce que le plan appelait la force de stabilisation internationale, ces soldats arabes venus du monde entier qui assureront la sécurité intérieure de Gaza et dont l'installation devrait en principe résulter du retrait progressif israélien, eh bien on ne sait rien. On ne sait rien de comment ils vont opérer, comment ils vont désarmer le Hamas, comment ils vont assurer la sécurité, quelles fonctions concrètes ils auront, que faire en cas de rejet de ces forces par les institutions palestiniennes qui ne les ont toujours pas reconnues, que faire en cas d'attaque israélienne sur Gaza. De tout cela on ne sait rien, aucune clause, aucune précision, rien. Tout ce que l'on sait, c'est qu'Israël ne veut pas que ses forces entravent ses opérations sur le terrain. De son côté, l'administration Trump semble agacée par ce qu'elle appelle l'inflexibilité israélienne sur les questions liées à Gaza. Un responsable rapporte la poursuite des frappes d'Israël, les restrictions à l'aide et le refus d'ouvrir complètement les points de passage frontaliers étaient tous censés être résolus dans la première phase du cessez-le-feu. Mais il n'y a pas qu'à Gaza que l'État hébreu ne respecte pas les exigences de l'oncle Sam. En Cisjordanie, c'est la même chose. Alors que Trump exigeait de Netanyahou d'éviter des mesures provocatrices et de calmer les choses selon une source de la Maison-Blanche, ce à quoi Netanyahou a répondu en se prononçant très fermement contre la violence des colons, les actes de colonisation continuent. Pire encore, ils sont incités par l'État. En décembre 2025, Israël approuve ainsi la création de 19 nouvelles colonies, pendant que les massacres journaliers de civils palestiniens se répètent inlassablement sans qu'aucune forme de disposition punitive ne soit prise à l'encontre de leurs auteurs. Mais le souci dans cette histoire, c'est pas seulement le crime, c'est aussi l'impunité, car comme dit le criminologue Xavier Rauffer, l'impunité est criminogène. Et cette impunité ne peut être mieux incarnée que dans ce moment. Je vous laisse regarder. Are you concerned that Israel is not moving quickly enough to phase 2 of the peace plan? Well, I'm not concerned about anything that Israel's doing. I'm concerned about what other people are doing or maybe aren't doing. Pour conclure sur le conflit israélo-palestinien, la paix entre nos amis palestiniens et israéliens, c'est pas pour demain, et entre vous et moi, il n'y aura jamais de paix entre ces deux camps malheureusement. Bon, je vais pas m'attarder davantage sur le Moyen-Orient, je pense en avoir suffisamment parlé, et puis j'aimerais vous parler des autres continents, mais il est extrêmement probable aussi que l'État hébreu frappe le Liban à de très grande intensité. En 2 phrases, Israël avait imposé un ultimatum au Liban. Avant 2026, vous démantelez le Hezbollah ou on le fera. Le Liban n'a pas réussi à le faire. Résultat, Israël frappera le pays de Beyrouth jusqu'aux frontières. Voilà pour ma dernière prédiction sur la région. Et juste avant de passer au continent suivant, les amis, si vous appréciez les efforts que je mets dans cette vidéo, que ce soit la recherche, la réflexion que je vous propose, les vidéos 3D ou les cartes animées, n'hésitez pas au moins
à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter et à cliquer sur la petite cloche. Je vais vous sortir environ 2 vidéos par mois sur des sujets s'étendant de la géopolitique à l'histoire, en passant par le renseignement, et croyez-moi, je dors très peu pour vous faire ça, alors soutenez-moi à fond. Et pour ceux qui le peuvent, et seulement ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à me soutenir financièrement, je vous ai mis les liens en description. En tout cas, merci infiniment du courage et de la force que vous me donnez, ça m'aide vraiment. Et maintenant, je vous laisse avec le deuxième continent. Passons désormais au continent américain. Comment vous en parler sans parler de cette hyperpuissance, celle qui a dominé les siècles précédents et cherche assurément à conserver sa dure poigne sur le monde. Si je vous en parle ici, c'est parce que je pense qu'au même titre qu'Israël va surdéterminer l'histoire du Moyen-Orient, les États-Unis ont et vont aussi surdéterminer l'avenir proche de l'Amérique. Alors pour l'histoire rapide, les États-Unis ont depuis maintenant plus d'1 siècle eu une influence démesurée sur les politiques latino-américaines. Cette influence fut d'abord acquise par la violence d'actions militaires, puis par des opérations clandestines menées par la CIA, mettant au pouvoir des régimes autoritaires de droite dans un contexte où la gauche était souvent prompte à s'allier avec l'URSS. Pour vous représenter cette influence américaine sur le continent, entre 1960 et 1999, les États-Unis c'est 72 coups d'État ratés et 69 réussis. Et ces velléités de domination du continent n'ont jamais été aussi assumées que sous la présidence de Trump. Un personnage politique extravagant qui préfère le langage franc et hyperbolique des promoteurs immobiliers de Manhattan au langage modéré et calculateur des politiciens de métier. Son plan pour les États-Unis est résumé dans un seul document, le National Security Strategy, 33 pages. Ce document est publié en novembre 2025 et dévoile les grands desseins de Trump pour le monde, et en particulier pour le continent américain et pour la Chine. Trump commence avec une idée simple. Nous, les États-Unis, sommes les leaders du continent américain, nous allons établir par tous les moyens notre suprématie dessus, nous allons réprimer le narcotrafic et annihiler l'immigration de masse, nous allons sécuriser toutes les chaînes d'approvisionnement de terres rares, de ressources énergétiques et de minéraux afin d'être les leaders dans l'IA, les ordinateurs quantiques et autres technologies de pointe, et enfin, nous allons empêcher la Chine de sécuriser ces mêmes chaînes d'approvisionnement. Pour faire simple, Trump entreprend une guerre économique contre la Chine, et pour la mener, il sait très bien qu'un des meilleurs leviers à utiliser est l'idéologie. Au même titre que pendant la guerre froide, les États s'alliaient souvent en fonction de leurs tendances idéologiques, Trump cherche à structurer des alliances fondées sur des affinités idéologiques et économiques. Le paysage politique américain ne se divise plus selon l'ancien clivage capitalisme libéral contre communisme soviétique. Aujourd'hui, il s'organise plutôt autour de 2 pôles, un courant conservateur néolibéral et un courant social progressiste. Le premier part du principe que le marché, guidé par la recherche du profit, est plus efficace que l'État pour organiser l'économie. Ses partisans défendent donc la réduction de l'intervention publique, la privatisation des entreprises d'État et l'ouverture aux investissements étrangers. Cependant, sur les questions de sécurité et d'ordre public, ce même courant soutient un État très fort, une police dotée de larges pouvoirs, une lutte agressive contre la criminalité et des institutions sécuritaires capables d'imposer l'ordre sans compromis. C'est l'ensemble de ce modèle, faible intervention de l'État dans l'économie, mais forte intervention dans la sécurité qui trouve un écho chez Trump. D'un côté, la privatisation et l'ouverture aux investissements permettent aux multinationales américaines d'accéder plus facilement aux ressources et d'assurer leur chaîne d'approvisionnement. De l'autre, les régimes qui adoptent cette approche appliquent souvent une politique sécuritaire extrêmement stricte, ce que Trump présente comme un exemple d'efficacité. Le cas du Salvador est souvent cité. En moins de 10 ans, le pays est passé de l'un des plus violents d'Amérique latine à l'un des plus sûrs. Tout ça grâce à une stratégie sécuritaire radicale et centralisée. Et c'est pour toutes ces raisons que la première prédiction que je fais, c'est celle que l'Amérique va se droitiser, et c'est pas un jugement de valeur, c'est une simple observation. Cette prédiction se confirme davantage depuis l'élection du président hondurien en novembre 2025, qui est pro-américain et anti-chinois. Son élection est par ailleurs plus que discutable, mais avant de m'étaler sur son sujet personnel, laissez-moi retourner en 2009. Cette année, Manuel Zelaya, le président démocratiquement élu en 2005, subit un coup d'État soutenu par le département de la défense américain. Vont alors lui succéder 2 gouvernements de droite dont le fils du premier président est accusé par les États-Unis de trafic de cocaïne et dont le second président fut condamné à 45 ans de prison en vue d'importer plus de 400 tonnes de cocaïne vers les États-Unis dans un complot impliquant El Chapo. 400 tonnes. Eh bien, devinez quoi, Trump, le chantre de la lutte contre le narcoterrorisme, l'a gracié. Sautons désormais en 2025. Le 30 novembre, les élections nationales se déroulent et c'est seulement 2 jours avant que Trump s'y ingère s'adressant au peuple hondurien le long d'un tweet. Le seul véritable ami de la liberté au Honduras est Tito Asfura. Tito et moi pouvons œuvrer ensemble pour combattre les narco-communistes et apporter l'aide nécessaire au peuple hondurien. Il ajoute dans un autre tweet qui semble avoir été supprimé depuis, si Tito Asfura gagne à la présidence du Honduras, nous lui apporterons un grand soutien. S'il ne gagne pas, les États-Unis ne jetteront pas d'argent par la fenêtre. Autrement dit, Trump s'adresse à un peuple dont le PIB par habitant est de 3400 $ et leur dit « Si vous voulez ce biais, élisez cet individu ». Nasré Asfoura gagnera les élections, mais là encore,
des interrogations demeurent. Un haut responsable de l'institution chargé de superviser les élections raconte ce qui s'est passé. Les deux membres les plus puissants du Conseil national électoral chargés de valider les élections se sont empressés d'imposer depuis une ambassade étrangère la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle sans avoir achevé le dépouillement et sans même avoir examiné les contestations et les demandes de recomptage. Ce après quoi, bien sûr, le département de la Défense les remerciera publiquement pour avoir respecté la volonté du peuple hondurien. C'est ainsi que depuis 2009, les USA conservent un pouvoir hondurien de droite, néolibéral et pro-américain et désormais anti-chinois et pro-taïwanais, ce qui sert totalement le plan de Trump de refuser aux concurrents non hémisphériques de posséder ou contrôler des actifs stratégiquement vitaux. En l'occurrence, Trump parle de la Chine. Seulement 2 semaines après les élections de l'Honduras, le Chili élit aussi, en décembre 2025, un candidat de droite dont la campagne se porte sur la criminalité et l'immigration irrégulière. L'année 2026, elle, nous annonce 3 grandes élections, celle du Pérou, du Brésil et celle de la Colombie. On aura alors l'occasion de voir si ma prédiction de droitisation va se réaliser. Bon, revenons à nos moutons, je voulais préciser une chose qui facilite ma prédiction. La tendance à la droitisation puis à la gauchisation est cyclique en Amérique latine, il n'y a pas de tendance figée. D'ailleurs, on remarquera que bien souvent, les représentants de droite sont des descendants de colons européens. On le remarque à leur origine, comme c'est le cas pour Javier Milei en Argentine ou José Antonio Cast au Chili, tandis que les représentants de gauche ont davantage des origines métisses, c'est le cas de Lula au Brésil, ou de Evo Morales en Bolivie. Bref, ma deuxième prédiction portait sur Maduro, mais du coup il s'est fait enlever il y a à peine une semaine par Trump. Ce que j'allais vous dire, c'est que Maduro allait soit se rendre aux Américains, soit qu'il allait se faire enlever. Au final, il s'est fait kidnapper. Bon, comme vous le savez désormais, la nouvelle stratégie de Washington prévoit de sécuriser les chaînes d'approvisionnement afin d'être autonome dans la course aux technologies de pointe et surtout afin de priver la Chine de nouvelles ressources qui renforceraient sa domination économique, commerciale et technologique. En ce sens, les États-Unis ont réussi à contraindre le Panama de quitter le projet de nouvelles routes de la soie et prévoient de saboter tous les grands projets chinois dans le continent. Ainsi, si je résume, les États-Unis veulent les ressources du continent et ne veulent pas que la Chine ni aucun autre concurrent n'y touche. Cette phrase résume pourquoi les États-Unis veulent le Venezuela. Le Venezuela, c'est la première réserve de pétrole dans le monde, une des plus grandes réserves de gaz, une des plus grandes réserves d'or en Amérique latine, et puis aussi une réserve conséquente de diamants, de fer et de bauxite. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States. One of the reasons that we have, I guess twice now, given a license to Chevron and a number of service companies is precisely to make it easier for them to help in the recovery of oil production after the regime is replaced. You remember they took all of our energy rights, they took all of our oil, and we want it back. Venezuela, for the American oil companies, will be a field day because it will be more than $1 trillion in economic activities. We're going to be doing a favor to us, to our children, to our economy, to our oil companies. En 2025, à cause des sanctions américaines, 80% du pétrole vénézuélien part pour la Chine et quelques pourcents partent pour Cuba. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce pétrole n'est pas uniquement utilisé pour produire de l'énergie du fait de sa nature lourde, mais aussi pour produire du bitume, essentiel pour la Chine qui s'urbanise chaque année à vitesse grand V. Donc prendre de Venezuela, c'est priver la Chine d'une partie, certes limitée mais stratégique, de son pétrole. Mais il n'y a pas que la Chine et le pétrole dans cette histoire. Il y aurait quelque chose de plus pernicieux. Un plan vénézuélien afin d'introduire de la drogue et des immigrants aux États-Unis. Donc Maduro sera à la tête de 2 cartels, le cartel du Soleil et celui de Tren de Aragua. Et c'est en vertu de cela que sa tête avait été mise à prix, 50 millions de dollars, c'est ce que donnait le gouvernement américain pour Maduro, parce qu'il complotait pour noyer les États-Unis sous la drogue. Mais ces allégations sont réfutées par une note déclassifiée de la communauté américaine des renseignements qui dit que le régime de Maduro n'a probablement pas pour politique de coopérer avec Tren de Aragua et ne dirige pas ses mouvements ni ses opérations aux États-Unis. Mais en fait, c'est pire que ça. Ce que les Américains appellent le cartel du Soleil, c'est dès ses origines une entreprise de la CIA selon l'ancien chef de la DEA de l'époque, Robert Boone. Selon lui, la justice américaine et la CIA elle-même, cette dernière, en collaboration avec des gardes nationales vénézuéliens, avait permis l'importation d'une tonne de cocaïne à Miami qui seront vendues plus tard dans les rues afro-américaines de Los Angeles. En fait, la véritable raison pour laquelle Trump a invoqué cette excuse de la drogue est constitutionnelle. Le droit américain ne permet au président de provoquer une guerre qu'à 3 conditions, et c'est la 3e condition que Trump utilise comme faille constitutionnelle. Cette condition dispose que le président ne peut aller en guerre qu'en cas d'une situation d'urgence nationale créée par une attaque contre les États-Unis, leur territoire ou possession. D'où l'excuse de présenter Maduro comme un ennemi des États-Unis qui importerait de la drogue
et des immigrés afin de déstabiliser le pays. En fait, l'excuse américaine est encore plus risible quand on connaît le rôle de la CIA dans l'importation de drogue aux États-Unis dans les années 80 et 90, dans la création de réseaux de trafic de drogue immenses en Asie du Sud-Est dans la seconde moitié du siècle précédent, quand on connaît ses multiples collaborations avec le crime organisé comme lors de la célèbre opération Underworld, quand on connaît l'augmentation soudaine de la culture de pavot en Afghanistan après la conquête du pays par les États-Unis en 2001. Mais tout ça, ce sera le sujet d'une vidéo que je vous prépare pour le futur, alors encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et attention, j'aimerais préciser que je ne réprime pas les Américains, on peut les comprendre, ils défendent leurs intérêts, ils sont dans une course au pouvoir contre la Chine et ils utilisent tous les leviers qu'ils ont pour la tirer vers le bas, mais nous, on n'est pas dans cette histoire et je pense qu'on a le devoir, de par le recul qu'on a, de chercher de l'objectivité dans un monde de puissance qui invente des narratifs pour justifier toutes sortes de monstruosités, pour essayer à notre petit niveau de les réduire, voire de les empêcher, et puis aussi de verrouiller un bout de vérité pour les futurs historiens. Bref, la drogue n'est pas le sujet de cette confrontation unilatérale et sincèrement, si Trump voulait s'attaquer frontalement à la drogue, on sait très bien quels sont les pays producteurs et les services de renseignement américains le savent mieux que personne. Les buts réels sont ailleurs, Washington est beaucoup plus fin que ce à quoi on le réduit souvent quand on présente le parler de Trump. En prenant Caracas, Washington veut tirer d'une pierre plusieurs coups. 1. Cesser les ventes de pétrole vénézuélien en yuan qui affaiblissent l'hégémonie déclinante du dollar et pourrait ouvrir la boîte de Pandore en Amérique latine, reprendre à terme les marchés de pétrole lourd que la Russie a pris au Venezuela après les sanctions américaines contre ce dernier. 4. Le Venezuela est enfin et surtout la première pièce à laquelle Trump s'attaque afin d'isoler la Chine. Il ne faut pas regarder le Venezuela comme l'entièreté de la politique étrangère américaine contre la Chine et la Russie, mais comme une pièce seulement. Mais ces grands buts se confrontent à d'immenses défis. J'en aperçois 3 majeurs pour les USA. La première, ce sera de conserver la main mise sur le pouvoir vénézuélien, à savoir que les autorités en place restent pour la majorité des chavistes invétérés. Le deuxième défi, c'est que cette insécurité politique décourage l'investissement des entreprises américaines. Lorsque vous dirigez une multinationale, votre but est le profit, pas de défendre les intérêts géopolitiques long terme de la nation qui vous abrite. Ainsi, avant que Big Oil n'investisse au Venezuela, il doit avoir des assurances pour les années futures. Qui va diriger le pays dans les années à venir et qui nous assure qu'un nouveau Hugo Chavez ne va pas à nouveau nationaliser le pétrole? Voici les grandes questions que se posent ces entreprises. Le troisième défi majeur pour les Américains, ce serait de rétablir les infrastructures pétrolières mal entretenues du pays qui pourraient coûter une décennie et environ une centaine de milliards de dollars d'investissement selon de nombreux spécialistes. Si l'on veut voir plus loin, on peut même imaginer une réaction des États colombiens, brésiliens, cubains et nicaraguayens contre l'expansionnisme américain. Ça reste une hypothèse tout à fait plausible. Bref, j'en ai fini avec le Venezuela pour cette vidéo, mais sachez que je prépare une vidéo à travers laquelle je vous présenterai tout le contexte historique qui a amené à la situation qu'on connaît aujourd'hui, et croyez-moi, vous allez être surpris. On arrive au dernier point sur le continent américain, et les USA sont encore impliqués. Je parle là du Groenland. Ma prédiction est simple, le Groenland sera probablement américain avant la fin de l'année. Le Groenland, c'est ce large territoire au-dessus du Canada. Il appartient historiquement au Danemark, et regorge de ressources essentielles dans la course technologique des États-Unis et de la Chine. Du cuivre, du fer, de l'uranium pour l'industrie nucléaire, du lithium pour les voitures électriques et surtout beaucoup de terres rares. Ces matières essentielles à la fabrication d'avions de chasse, de smartphones, de voitures électriques, de missiles guidés et même d'IRM. En fait, de toutes les technologies de pointe que l'on a à notre disposition. Acquérir cette zone permettrait donc définitivement de pouvoir y fermer les portes aux entreprises chinoises qui ont déjà démontré un grand intérêt pour ce territoire. Au-delà de sa richesse minière, le Groenland possède une localisation stratégique qu'il est important de comprendre. Elle se situe très près de l'Arctique, considéré par la Russie comme essentiel à son bien-être économique et à sa sécurité nationale. Moscou souhaite développer davantage ses réserves de pétrole et de gaz dans l'Arctique et se positionner pour tirer profit de l'augmentation prévue du commerce maritime. De son côté, la Chine cherche à accéder aux ressources naturelles potentiellement immenses de l'Arctique, notamment le pétrole, le gaz et les minéraux, et aussi à normaliser des routes maritimes plus directes et plus efficaces vers la Russie et d'autres régions de l'hémisphère nord. Autrement dit, la Chine et la Russie avec d'autres puissances ont déjà entamé une sorte de conquête de l'Arctique, et de leur côté les Américains ne resteront pas les bras croisés, bien au contraire. L'acquisition du Groenland est leur premier pas en direction de cette quête à l'Arctique. Au-delà de ces aspects, le Groenland permettrait aux Américains de clore leur conflit sur la question du passage du Nord-Ouest, cette longue route stratégique que le Canada considère appartenir à leur réseau international. Cette route permettrait aux États-Unis d'agrandir leur potentiel stratégique et de protéger le flanc nord du continent de potentielles menaces comme les sous-marins nucléaires russes ou chinois, ou permettrait même de détecter plutôt une potentielle attaque balistique russe, ou bien sûr évidemment de les attaquer plus rapidement. C'est pour toutes ces raisons que Trump désire ce large territoire. Il en avait parlé pour la première fois en 2019. Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. Strategically, it's interesting. Mais petit à petit, ce qui était presque un deal immobilier est devenu une nécessité absolue pour la sécurité nationale américaine. Il passe alors d'une proposition d'achat à des menaces d'annexion. One way or the other, we're going to get it.
not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland. Et face aux remarques du président, le Danemark tente tant bien que mal de se débattre. La première ministre danoise répond à Trump « Si les États-Unis choisissent d'attaquer militairement un autre pays de l'OTAN, alors tout s'arrête, y compris notre OTAN, et donc la sécurité mise en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. » Mais pour ceux qui connaissent Trump et son discours sur l'OTAN, vous savez très bien que la fin de l'OTAN, ça le fait frémir. En réalité, ce n'est pas tant l'OTAN que le manque d'investissement des pays européens dans l'armement qui le dérange. Trump considère que les États-Unis défendent seuls l'Occident, là où il préférerait que chaque État augmente son budget militaire, en particulier parce que ces budgets iraient directement dans la poche du complexe militaro-industriel américain. Concernant les Danois, dont Trump dit être fan, ils ne pourront rien faire face aux ambitions et à la force américaine. Chez Trump, la force fait loi et encore une fois, il ne fait que suivre la stratégie de sécurité nationale dont je vous parle depuis le début. Pour conclure, l'Amérique latine va se droitiser et former une sorte de nouvel ordre idéologique et économique fondé sur la priorisation de la sécurité, la réduction de l'immigration, la réduction du trafic de drogue, le rejet du socialisme et du communisme, la mise en place de politiques néolibérales favorisant la minimisation de l'État au profit des entreprises privées, en particulier américaines bien sûr, et enfin, le continent va graduellement se défaire de la mainmise économique de Beijing sous les coups de bâton américains. Nous arrivons désormais vers le continent où le soleil ne se couche plus, un continent autrefois humilié, qui aujourd'hui domine le commerce international, l'innovation, divers secteurs de technologie de pointe comme les semi-conducteurs. Ce continent, c'est celui-ci, l'Asie. Et comme pour le Moyen-Orient et l'Amérique, en Asie, une puissance s'élève au-dessus de ses voisins. Cette puissance, vous la connaissez toutes et tous, c'est la Chine de Xi Jinping, celle qui a fait plier le genou de Trump lors de sa guerre tarifaire, celle qui considère Taïwan que comme une de ses provinces, la seule puissance capable de tenir tête aux États-Unis. Pour commencer, je vais faire une prédiction que tout le monde fait déjà, même si on n'est pas forcément tous spécialistes du sujet, vous serez globalement d'accord avec moi, la Chine va dominer toujours plus de secteurs technologiques. La Chine est consciente de son exceptionnalisme. Trouvant naissance dans l'embryon de l'histoire des civilisations, les Chinois croient profondément en leur dominance. Et de fait, l'Empire du Milieu a créé la soie, la poudre à canon, la boussole, et puis bien sûr la Grande Muraille de Chine qui démontrait déjà à l'époque ce sentiment de supériorité civilisationnelle. Vient ensuite se heurter à leur vision l'Europe industrielle du 19e siècle qui va lui imposer ce que les Chinois appellent le siècle de l'humiliation. Un siècle qui brisa leur sentiment de dominance. Après les Européens, voici le tour des Japonais. C'en est trop pour ce peuple fier qui décidera, en son âme et conscience, de se relever par l'effort, puis de restaurer la vitalité de sa nation. Nous voici maintenant dans le siècle de la restauration du pouvoir chinois. Cette domination s'incarne d'abord dans les échanges commerciaux. Amusez-vous à regarder pour chaque pays du monde les plus grands partenaires commerciaux, vous y trouverez toujours la Chine. Cette domination, elle s'incarne par sa diplomatie, son système financier, ses ressources stratégiques en terres rares, mais désormais surtout par son niveau d'innovation. En fait, pour comprendre le niveau d'innovation chinois, un groupe de réflexion australien s'est posé une seule question: quels sont les pays qui dominent les plus grandes technologies du moment ? Elle a déterminé que la Chine dominait 66 des 74 technologies qu'elle suivait. Parmi ces technologies, l'IA générative, le cloud, les batteries électriques. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que selon le même groupe de réflexion, en 2007, la Chine ne dominait que 3 secteurs technologiques sur 64. Elle est passée de 3 sur 64 à 66 sur 74. Ça, c'est la Chine. Et la Chine va sans aucun doute continuer en ce sens. C'est sa structure qui le veut. Tous les 5 ans, le Parti communiste chinois définit un plan quinquennal définissant ses nouveaux objectifs stratégiques. Ensuite, elle subventionne massivement les entreprises des secteurs qu'elle veut développer. Ainsi, naît une concurrence monstrueuse qui produit une sélection darwinienne, c'est le meilleur qui gagne à la fin. Et voilà qu'une future multinationale naît. Elle rayonne d'abord dans le pays, puis dans le monde. Ce fut par exemple le cas du géant des voitures électriques, BYD. La seule question qui reste à répondre est donc la suivante: quelles seront ces technologies ? Eh bien ça, on le verra bientôt. Désormais, partons sur le sujet qui fait trembler tous les commentateurs de géopolitique, celui sur lequel se jettent tous les regards attentifs. Après le kidnapping de Maduro et la mainmise américaine sur Caracas, les yeux sont rivés en direction de cette île, autour de laquelle la Chine affirme sa souveraineté par des exercices récurrents. Je parle là de la République de Chine, plus communément appelée Taïwan. Petit résumé historique, Taïwan est un petit état insulaire à côté de la Chine. Cette dernière la considère comme une de ses provinces, mais Taïwan est dans une position particulière. Bien qu'indépendant de facto de la Chine, elle est considérée comme appartenant à la Chine par l'ONU et par la plupart des États du monde. Donc la loi internationale dispose que Taïwan appartient à la Chine, mais factuellement, ce dernier dispose de la plupart des facultés d'un État souverain, sauf celui de déclarer ouvertement sa souveraineté. S'il ose le faire, il risque le blocus
Par l'invasion militaire. En fait, les deux pays défendent leur position différemment. La Chine se rapporte à l'histoire, tandis que Taïwan se rapporte au principe du droit à l'autodétermination des peuples. Mais ce conflit n'est pas seulement entre deux pays. Il est triangulaire. Un troisième acteur joue sur l'ambiguïté depuis les années 50 et utilise Taïwan comme une sorte de proxy. Cet acteur, c'est Tonton Sam. Alors pour vous expliquer cette grande histoire triangulaire entre la Chine d'une part, Taïwan et les États-Unis de l'autre, je vous prépare une grande vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la position de chacun de ces pays, parce que la géopolitique, c'est pas de juger des pays, c'est d'essayer de les comprendre, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Bref, Taïwan est aujourd'hui un allié stratégique des États-Unis, et comme d'habitude en géopolitique, les alliés ne sont pas tant des amis que des groupes avec lesquels on partage des intérêts à un moment donné. Cet intérêt autrefois c'était la lutte contre le communisme, actuellement, ce sont ces petits objets, les semi-conducteurs. Ces petites puces sont indispensables dans la production de toutes les technologies modernes, que ce soit les smartphones, les PC, les avions, les drones, les radars, les voitures, les cartes graphiques, bref, les semi-conducteurs sont un outil monstrueux de souveraineté technologique, et Taïwan est un état absolument décisif dans la création de ces puces. Elle produit en fait 75% des puces vendues dans le marché mondial, c'est absolument monstrueux. Autrement dit, si la Chine contrôlait Taïwan, elle aurait un levier d'influence sur absolument toutes les grandes puissances, elle pourrait décider de limiter, voire de fermer le marché des puces taïwanaises à certains pays, et ainsi les contraindre à coopérer sous ses exigences. Les puces deviendraient alors des outils de chantage, un futur que les États-Unis veulent empêcher à tout prix, ce qui explique leur soutien dangereux à Taïwan, et ce qui explique également leur nouveau contrat de 10 milliards de ventes d'armes en décembre 2025. Mais attendez, du coup c'est quoi ma prédiction ? La plupart d'entre vous avaient entendu parler d'une invasion future du territoire taïwanais par la Chine. On entend dans les médias, dans les bistrots, certains responsables chinois ont même directement exprimé que la force sera employée si Taïwan se proclame État souverain. Eh bien personnellement, je sais pas. Jusque-là j'ai souvent eu un ton affirmatif, assez sûr de moi, mais là, sur ce sujet, je suis partagé. Je vais donc vous expliquer pourquoi en deux parties. Je vais d'abord prendre la position selon laquelle la Chine n'a pas intérêt à envahir Taïwan cette année, et puis je vous expliquerai pourquoi elle est contrainte de le faire plus tôt que prévu. La Chine prospère actuellement, sa croissance dépasse 4% par an, c'est le plus grand exportateur mondial, il domine des secteurs stratégiques comme les batteries, les véhicules électriques, les panneaux solaires et une large partie des chaînes d'approvisionnement industrielles mondiales. Dans ce contexte, Pékin a tout intérêt à préserver la stabilité régionale et la continuité de ses échanges plutôt qu'à provoquer un choc militaire majeur. En fait, partout où elle passe, Beijing privilégie la stabilité à la guerre. Cela pour une raison simple, les échanges ne peuvent être assurés dans des zones instables. Je vous rappelle que la Chine est une puissance commerciale, donc pas d'échange, pas de Chine. En fait, la Chine et son projet de route de la soie dépendent en grande partie de la stabilité du monde. Si on revient à Taïwan, l'envahir c'est s'assurer un conflit qui va coûter très cher économiquement, militairement et surtout politiquement contre un État, certes petit, mais qui est armé par des engins très sophistiqués et qui est soutenu par 3 acteurs régionaux en plus des États-Unis. Le Japon d'abord, les Philippines ensuite, et enfin l'Australie. En fait, soyons très clairs, même si l'Asie est pacifique en apparence, la Chine est en conflit froid contre de nombreux pays. Elle se dispute l'Aksai Chine contre l'Inde, elle revendique des territoires du Bhoutan et les îles Senkaku japonaises, elle revendique aussi les eaux internationales de ses voisins en mer méridionale de Chine qui mènent depuis des années à une escalade silencieuse. Ces conflits provoquent par conséquent des ressentiments nombreux, c'est le cas par exemple des Philippines, dont le président a déclaré qu'une invasion chinoise de Taïwan impliquerait une réponse de sa part. Furthermore, there are many Filipino nationals in Taiwan. And that would be immediately a humanitarian problem because we will have to get involved, because we will have to go in there or find a way to go in there and to bring our people home. Taïwan est en fait pour tous les acteurs de la région le seul moyen de contenir la Chine et de l'empêcher d'acquérir une puissance absolue. D'où le fait que la petite île serve de levier stratégique pour les États environnants. L'autre chose qui me fait penser que la Chine ne fera rien, c'est le contre-coup politique. Dans une ère où la force semble peut-être devenue l'outil de négociation des grandes puissances, comme on le voit avec la Russie, les États-Unis ou encore Israël, la Chine elle veut se démarquer nettement de Washington pour clamer haut et fort son engagement en faveur de la paix, du développement et du leadership moral. Pour toutes les raisons citées, on pourrait penser que la Chine n'a pas de raison d'envahir Taïwan dans les mois qui viennent, mais en fait, la réalité, comme d'habitude, est plus compliquée que ça. La Chine est consciente d'une chose, plus le temps avance et plus le nationalisme taïwanais se renforce. Le parti élu dans le pays est celui qui défend que Taïwan n'est pas chinois, il est soutenu par une majorité de la population et notamment par la jeunesse. Jeunesse qui formera dans le monde de demain la majorité de la population. Autrement dit, plus le temps avance et plus Taïwan se défait idéologiquement de la Chine. La Chine le sait, plus le temps avance et plus Taïwan sera capable de se défendre efficacement face à une invasion militaire, l'île pourrait même développer des armes de dissuasion empêchant ainsi définitivement la Chine de pouvoir annexer l'île.
En plus du grossissement de Taïwan, la Chine craint également celui du Japon. Depuis le Premier ministre Shinzo Abe, le Japon a relancé son industrie militaire, et la Première ministre actuelle a renforcé le message déclarant aux Chinois que si la Chine lançait un blocus de Taïwan, elle considérerait cela comme une menace à sa sécurité nationale. Une façon de dire qu'elle pourrait s'intégrer dans le conflit que Pékin considère comme une affaire de politique intérieure. Ainsi, la Chine doit être doublement prudente. La montée des capacités défensives de Taïwan et l'évolution stratégique du Japon, maintenant plus engagé sur les questions de sécurité régionale. Pour vous dire combien les appareils militaires de ces deux pays sont imbriqués, il est bon de savoir que Shigeru Iwasaki, l'ancien chef d'état-major japonais, est désormais conseiller militaire auprès du gouvernement central taïwanais. Or la Chine sait mieux que personne combien le Japon peut être dangereux. La Seconde Guerre mondiale hante encore sa mémoire et celle de ses 20 millions de morts. De plus, pour ne rien arranger, le National Security Strategy de Trump prévoit d'exhorter le Japon d'augmenter leurs dépenses de défense en mettant l'accent sur les capacités nécessaires pour dissuader les adversaires et protéger la première chaîne d'îles. Autrement dit, le Japon n'est plus tenu par les Américains par mémoire de la Seconde Guerre mondiale de limiter sa dimension militaire. C'est en fait exactement l'opposé. Pire encore pour les Chinois quand on lit la phrase qui suit dans le document, nous allons également renforcer et consolider notre présence militaire dans le Pacifique occidental, tout en maintenant, dans nos relations avec Taïwan et l'Australie, notre rhétorique déterminée en faveur d'une augmentation des dépenses de défense. À cela s'ajoute l'information de dernière minute que Trump va augmenter le budget de défense de 50%, faisant passer ce dernier de 1000 milliards à désormais 1500 milliards, soit près de 300 fois celui du Japon, et plus de 5 fois celui de la Chine. Or je le redis, l'ennemi assumé des États-Unis et la Chine, cette augmentation colossale du budget ne prévoit rien d'autre que d'isoler la Chine. Autrement dit, les États-Unis, de par leur politique d'armement de Taïwan, leur soutien à la remilitarisation du Japon, leur implantation progressive annoncée dans le Pacifique, et enfin leur politique hostile assumée contre la Chine, condamnent cette dernière à sécuriser ce qu'elle considère comme son territoire, et donc de fait, une invasion de Taïwan est probable prochainement. La question étant de savoir quand, en 2026 ou après. L'avenir nous le dira. Voilà pour cette année, je vous ai épargné des analyses sur l'Europe et sur l'Afrique principalement par manque de temps, j'essaie de vous sortir une vidéo toutes les 2-3 semaines, donc je suis obligé de faire des concessions malheureusement. Dans la prochaine vidéo les amis, je vous propose l'histoire complète du conflit entre l'Iran et Israël. Pour ça on voyagera des années 50 jusqu'à aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous.